En vélo depuis le Loiret où habitaient mes parents jusqu'à Bali en Indonésie. Là aussi c'est un rêve, hein. Pour moi c'était le paradis sur terre, Bali, donc je voulais y aller. J'ai réfléchi pas très longtemps et j'ai pensé que le vélo était le mode le plus approprié et qui m'allait le mieux, donc je me suis dit je vais y aller en vélo, voilà. Savoir que rien de mal n'allait m'arriver, ce qui a été le cas. Moi, je résume toujours comme ça. Je dis c'est moins héroïque que des gens qui vont travailler à l'usine 7 ou 8 heures par jour, tous les jours. Ben, moi, je pédalais 8 heures par jour et je recommençais le lendemain, voilà. Et au bout de quelques mois, je suis arrivé à Bali. C'était facile. C'était sûrement le voyage le plus facile de toute ma vie. La Rochelle, après-midi au Gabu. Ouais. Il fait bon en fait. C'est plutôt bon, mais les gens se traînent. Regarde-moi cette bande de glandus. Il y a une expo là. Vous en avez rien à foutre, bah tant pis. Allez. Et je suis avec Didier Le Prince aujourd'hui. Oui, il faut m'appeler Jawan, c'est mon nom d'artiste. Jawan, c'est ça? Jawan. Jawan, oui, ok. Pas Jawad, l'hébergeur de Daesh. Jawan, l'artiste. Jawan, du coup, ok. Du coup, on est au Gabu et t'exposes au Gabu tous les jours, c'est ça? Quasiment. Chaque fois que la météo le permet, je suis là, car c'est vraiment le meilleur endroit pour faire de belles rencontres et éventuellement de belles photos. Qui veut être pris en photo? Pas vous, tant pis. Est-ce que tu peux te présenter, savoir dire qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas? Oh là, rapidement, bien sûr. Je suis un ovni, qu'est-ce que je peux dire sans que ma grande modestie n'en souffre? Je suis un mec génial, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les coachs surfeurs que j'héberge. Mais pendant très longtemps, on me trouvait bizarre. Quand j'étais enfant, ado, on me trouvait juste bizarre. Car à l'époque, les mots enfant précoce, surdoué, tout ça, ça n'existait pas. Donc j'étais bizarre. Maintenant, je suis juste surdoué et modeste. Voilà. Non, comment me définir? Je crois beaucoup qu'il faut rêver quand on est jeune, quand on est adolescent, et après passer sa vie entière à réaliser ses rêves. Voilà, et je continue malgré mon grand âge. C'est pour ça que je t'invite sur ce podcast, justement. N'hésite pas à bien parler devant le micro, comme ça on t'entend mieux. Ouais. Tu parlais que tu étais un enfant assez précoce, même un peu à part. Quel genre d'enfant tu étais en fait? Très solitaire, très introverti. Et très rapide dans certains domaines et très lent dans d'autres. À 3 ans, je savais lire, compter, parler et faire du vélo. Par contre, à bientôt 69 ans, je ne sais toujours pas démonter un moteur, changer les plombs d'électricité, tout ça, je ne sais pas, je ne saurai jamais. Voilà. Donc très rapide dans certains domaines et très lent et même plus que ça dans d'autres. En fait, je ne m'intéresse qu'aux choses qui m'intéressent, si je puis dire. Le reste, ça ne m'intéresse pas, je suis nul, voilà. Et l'adolescence, comment c'était pour toi? Oh, c'était bien, c'était les années 70, j'ai eu 18 ans, mai 68, dans les années 70, je vivais en communauté hippie, beatnik, le monde était agréable, nous étions insouciants, on était sûr que l'avenir serait radieux. On s'est bien trompé, mais à l'époque, c'était tellement facile de trouver du travail, voyager. J'ai adoré voyager en Asie dans les années 70. Les filles se libéraient, donc c'était trop facile, quoi. Voilà, tout bien les années 70. J'ai adoré les années 70 jusqu'à l'arrivée du sida, début 80. Sexe, drogue et rock'n'roll, c'était ça? Alors non. Sexe, oui, rock'n'roll, juste ce qu'il faut, mais drogue, aucune. C'est pourquoi je suis encore en état de vous parler, alors que tous mes amis de l'époque sont morts, voilà.
Tu disais que tu étais parti en Asie. J'aimerais bien qu'on parle un peu de ça, de ton voyage en Asie, en vélo du coup, si je ne me trompe pas. En vélo depuis le Loiret où habitaient mes parents jusqu'à Bali en Indonésie. Là aussi, c'est un rêve, hein. Pour moi, c'était le paradis sur terre, Bali. Donc, je voulais y aller. J'ai réfléchi pas très longtemps et j'ai pensé que le vélo était le mode le plus approprié et qui m'allait le mieux. Donc, je me suis dit, je vais y aller en vélo. Voilà. Et dans quel état d'esprit il faut être pour se dire tiens, je vais partir en vélo à l'autre bout du monde quoi. Il faut avoir une grande confiance en soi, savoir qu'on en est capable, savoir que rien de mal n'allait m'arriver, ce qui a été le cas. Moi, je résume toujours comme ça. Je dis c'est moins héroïque que des gens qui vont travailler à l'usine 7 ou 8 heures par jour, tous les jours. Ben, moi, je pédalais 8 heures par jour et je recommençais le lendemain, voilà. Et au bout de quelques mois, je suis arrivé à Bali. C'était facile. C'était sûrement le voyage le plus facile de toute ma vie. Et tu dormais où du coup? En Europe, je dormais dehors dans mon duvet, avec mon duvet. Et quand je suis arrivé en Asie, donc la Turquie d'abord, puis l'Iran, puis l'Afghanistan, et ainsi de suite, je dormais dans des petits hôtels qui coûtaient rien du tout, genre 50 centimes d'euros la nuit à l'époque. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, il faut des thunes pour voyager. Ouais, justement, t'es parti sans argent, c'est ça? Comment ça... Non, t'avais un peu d'argent. J'avais économisé d'une année d'enseignement, mais déjà à l'époque, mes amis auraient pu être gilets jaunes, y râlaient tout le temps, qu'ils n'avaient pas de sous. Moi, je trouvais qu'on était bien assez payés et je mettais de côté la moitié de ma paye, donc ça a financé très facilement un an de voyage. C'est quoi que tu as découvert là-bas et qu'est-ce que tu as fait sur place à Bali? Non, j'ai découvert Bali, qui était vraiment le but ultime de mon voyage. Alors, quand on rêve d'un lieu, on peut être déçu. Ben là, pas du tout. C'était encore mieux que dans mes rêves. J'ai passé un mois à Bali. Tout était sublime, magnifique, génial. J'ai rencontré une belle Australienne. On a passé vraiment un séjour inoubliable. Et je peux l'avouer maintenant, car il y a prescription, nous avons pris des mushrooms hallucinogènes, voilà, que je déconseille à tout le monde. En tout cas, si on prend des mushrooms, il faut que ce soit dans un cadre idyllique. C'est quoi des mushrooms? C'est des champignons hallucinogènes, voilà. Tu prends des mushrooms à Mireuil l'hiver, par un temps comme ça, tu sautes du 13e étage. Voilà, ça amplifie les sensations. Et t'avais quel âge à l'époque? J'avais 22 ans. En pleine jeunesse? Absolument. C'est pourquoi je garde sur Facebook comme photo de profil la photo où je pars à Bali, car c'était vraiment le moment où j'étais au top à la fois physiquement et mentalement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui au jour de l'interview. Là, je me déglingue à toute vitesse, voilà. Et c'était compliqué de revenir en France après tout ce parcours, ce voyage en fait? Alors compliqué non, il suffisait de prendre un billet d'avion de Manille à Paris. Compliqué de redescendre sur terre et retrouver la France après un an d'Asie, oui, c'était rude, quoi. Oui. C'est pourquoi je suis reparti un an plus tard, quoi. Parce que franchement, c'était mieux là-bas. Aujourd'hui, tu vis de tes œuvres? Non. Je vis de l'argent que j'ai investi dans des biotechnologies. Ce qui te permet de vivre de tes œuvres grâce à ça, quoi. En quelque sorte. Ben, ça me permet de ne pas... de vivre, de manger, de ne pas piocher dans mes économies, histoire de me narguer mes amis gilets jaunes. Vendredi, j'ai gagné 900 € dans la journée grâce à mes biotech. Alors, c'est pas tous les jours, mais quand ça arrive, ça fait plaisir, voilà. Avec la photo, je perds plutôt de l'argent. Enfin, de toute façon, je ne suis pas là pour gagner de l'argent. Je suis là pour faire de belles rencontres et éventuellement de belles photos. Justement, dans tes photos, c'est une vocation pour toi, c'est ça?
C'est une passion. Une passion, ouais. C'est une vocation bien tardive, hein. Ça fait 2 ans et demi vraiment que je me suis mis à la photo. Je suis autodidacte comme dans tous mes métiers, enfin toutes mes activités actuelles, mais comme chaque fois, je progresse très vite parce que ça me passionne et quand je ne ferai plus de progrès en photo, j'arrêterai et je me mettrai à écrire des chansons. Voilà mon prochain projet, donc dans 1 an et demi, 2 ans. Ben justement, l'amour, comment tu réagis à ce stade? T'en parlais un peu? Pour moi, l'amour, c'est toujours le même, hein. Je suis toujours amoureux de ma belle danoise qui va m'appeler là pour le 1er janvier. On doit se revoir cette année. Voilà, moi, je n'ai vraiment aimé qu'une seule femme. Tout le reste, c'est bien, mais c'est moins bien qu'avec ma belle danoise. Voilà. C'est un amour éternel, immédiat, réciproque, un coup de foudre qui ne se terminera même pas avec le décès de l'un des deux. Voilà. J'ai rêvé de couleurs, d'oiseaux de paradis. Savez-vous ce qu'est le paradis? Qu'est-ce que ça t'évoque, ces paroles? Oh, Gérard Manset, j'adore cette chanson, Vainé. Vainé, Voilà. ma sœur, ouais, c'est ça. Voilà. C'est aussi l'un des rêves dans ma tête. Alors j'ai longtemps rêvé d'être Gauguin, pour ça c'est mal barré. J'ai longtemps rêvé de vivre à Tahiti ou en Polynésie, c'est aussi mal barré, mais ouais, j'adore qu'on me parle de ces pays. En ce moment, j'ai un rugbyman là dans ma tour qui vient des îles Tuamotu. Et donc un jour, il me racontera comment c'est dans ces îles là-bas. Mais je n'irai jamais, je le sais. Je n'ai plus le temps, je suis trop vieux, voilà. J'ai l'impression quand je te parle et quand je te connais un peu, c'est que tu pourrais tout quitter pour repartir de zéro ailleurs. Est-ce que c'est une notion de liberté pour toi? Alors de zéro, sûrement pas. Tout quitter, oui. Mais en gardant un compte en banque confortable. Ouais. Hein. Je ne vais pas repartir une à petite zéro. sécurité, quoi, c'est ça. Comme quand je suis arrivé à La Rochelle, j'avais 300 francs en poche, un sac à dos et je dormais sur la plage des Minimes. Ça, sans argent, je ne pourrais pas. Ne pas avoir d'argent, c'est bon quand on est jeune. À mon âge, il faut un minimum de thunes quand même. Ouais. Et comment t'as fait quand t'es arrivé à La Rochelle sans argent pour t'en sortir justement? À l'époque, c'était facile. Ouais. Tu faisais les agences d'intérim. En 48 heures, tu trouvais du taf. T'en avais marre, tu t'arrêtais, t'allais voir ailleurs. Il y avait plus de travail que de gens qui en cherchaient, ce qui n'est plus le cas actuellement. C'est quoi la liberté pour toi? C'est... du coup, je dirais c'est d'abord un bon état physique, parce que pendant 5 ans, la liberté, je pouvais même pas descendre de chez moi et traverser la rue, donc c'était une liberté extrêmement restreinte. Et puis c'est le vouloir, hein, c'est pas une chance, la liberté, ça se décide. Et la liberté, c'est avoir le choix. Voilà, je peux habiter là ou là, faire tel ou tel métier, telle activité, c'est avoir le choix. Ouais. Et j'aime bien avoir le choix. Voilà, tous les jours, je choisis ce que je fais du matin au soir. Souvent, c'est rien du tout. Des fois, je glandouille un peu. Je viens causer dans un micro, enfin des trucs légers, quoi. Voilà. T'as une journée type ou pas du tout? Jamais. Non. La définition déjà d'une journée intéressante, c'est une journée dont je ne sais pas ce qui va se passer. Quand je viens ici, je ne sais jamais. Des fois, je vois comme aujourd'hui des connards défiler là pendant 5 heures, il ne se passe rien. Une fois, je suis resté un quart d'heure, il y avait du vent, je me préparais à partir, j'ai rencontré 2 filles géniales. Voilà, ça peut aller très vite comme il peut ne rien se passer. Aujourd'hui, heureusement que tu es là, parce que sinon, je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose. Mais là, c'est pas de ma faute, c'est les gens qui sont mous. C'est le réveillon aussi, bientôt. Ils sont trop réveillonnés. Ouais, gros con. On est dimanche aussi. Voilà, le foie gras. Voilà. Et c'était la manif hier, du coup. Oh, la manif. Oh là là, il y en a marre de ces manifs ridicules. Alors, ce qui me fait rigoler, c'est qu'il va y avoir des groupes de
de foulard rouge bientôt. Ouais, j'ai vu ça aussi. On C'est change des de gens couleur. qui soutiennent Macron, donc ils vont se bastonner avec les gilets jaunes, ça va être pitoyable. Hein. Ah, on verra ça, comment ça se passe. Du coup, avec toutes tes rencontres, est-ce que tu crois au hasard ou pas? Du tout, je crois aux rencontres. Ouais. Mais il faut le provoquer. Si je restais dans ma tour à Mireuil, personne ne viendrait me parler ou me rencontrer. Là aussi, il faut le vouloir, quoi. Si tu veux pas, t'as rien. Quand je joue à l'euro-million, c'est pour gagner, quoi. Si je joue pas, je gagnerai pas. Ouais. Tout ça, c'est de la logique. Pour illustrer cette notion de hasard, tu vas me donner un nombre entre 1 et 30 et j'ai une liste de mots. Et chaque nombre est associé à un mot en fait. Et quel mot tu me donnes en fait. Ah, On va voir où ça tombe. Un peu comme le 3. le 3, c'est l'humilité. Oh, c'est pas ma qualité première, mais je me soigne. Hein. Je paye grassement mon coach d'humilité en ce moment. Mais C'est- pour l'instant, ça donne rien. J'ai toujours une très haute idée de moi-même. C'est-à-dire Ben, alors là encore, je relis ce qu'écrivent les coachs surfeurs. Ils disent tous, bon, de manière légèrement différente, que je suis quelqu'un d'extrêmement gentil, extrêmement talentueux, extrêmement intelligent et que je raconte des belles histoires. Ben, c'est vrai, voilà. Est-ce que tu te sens un peu en décalage avec le monde qui t'entoure? Oh, oui, énormément, mais c'est pas un décalage qui me rendrait inapte. Il y a trop de choses que je supporte très mal dans ce monde, donc je me mets en retrait, quoi. Mais je fais pas du tout de nostalgie par rapport aux années 70. Je trouve cette époque absolument passionnante, mais en même temps très effrayante parce que c'est évident qu'il n'y aura pas du boulot pour tout le monde, il n'y aura pas de l'argent pour tout le monde. C'est trop concurrentiel, trop tendu. Plus il y a de milliards d'humains sur Terre et plus ça va devenir compliqué, quoi. Certains vont s'en sortir et d'autres pas. Bah, c'est déjà ce qu'on observe en France entre les gens des villes qui gagnent bien leur vie, puis tous ces gens déclassés qui manifestent et qui ne sont pas du tout bien dans leur vie. Mais je pense que c'est beaucoup de leur faute. Ils n'ont pas su prendre le virage à temps ou les bonnes décisions, tout ça. C'est rarement la faute des autres quand ta vie n'est pas satisfaisante, quoi. C'est quoi être artiste aujourd'hui? Oh là là, aujourd'hui je sais pas, mais aujourd'hui c'est faire des choses qui n'intéressent personne, que personne n'achète, ou alors il faut être très bon justement avec les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, ce qui n'est pas mon cas, quoi. J'ai vu, tu as une page Instagram quand même. Comment? Tu as une page Instagram, j'avais vu. Depuis pas Ouais. longtemps, c'est une gamine de 19 ans qui m'apprend et qui me rentre mes photos, voilà. Mais c'est aussi je connais bien les gens de Gaspard 17, il y a d'excellents peintres, hein, pas que, mais d'excellents peintres qui ne gagnent absolument pas leur vie parce qu'ils ne savent plus comment vendre leurs tableaux. Et donc ils se retrouvent au RSA et ils dépriment et ils vont pas bien. Ce qui serait aussi mon cas si j'avais pas mené ma barque différemment, quoi. Est-ce que tu cherches à fuir quelque chose? À fuir les cons, je les évite. J'aime pas les cons et pourtant j'en croise souvent dans la rue, mais j'essaie de les éviter. Souvent en vélo, je me fais insulter par des gens qui traversent sans regarder ou des automobilistes qui font pas attention parce qu'ils téléphonent et en plus ils râlent, quoi. Ouais, il y a beaucoup de cons, mais oh, j'arrive à les reconnaître. Est-ce que tu as 3 conseils à donner pour ne pas réussir ces projets? Oui. Oh que oui. Pour ne pas réussir ces projets. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour toi? Attendre que ce soit les autres qui les avancent à ta place. En fait, tout le monde s'en fout de tes projets. Donc si toi, tu fais pas ce qu'il faut, tout le monde s'en fout.
te surestimer, faut pas te donner des capacités que tu n'aurais pas, parce que là aussi ça va pas réussir. Et moi je suis plutôt habitué à réussir mes projets, donc ne pas réussir des projets. Essayer de te projeter dans 20 ou 30 ans. Et ça c'est très très difficile, quoi. Ce qui est intéressant, c'est plutôt donner des clés pour réussir des projets, toi. Des losers, j'en connais plein, et en gros, ils ont le résultat de toutes leurs actions et de leur attitude pendant toute leur vie, quoi. C'est pas la faute des autres, c'est leur faute. Mais ils s'en rendent pas compte. Moi j'avais vu le résultat, enfin la personne qu'on est aujourd'hui, c'est le résultat de toutes les actions qu'on a fait dans le passé. Bien sûr. Est-ce que tu as peur de mourir? Non, au contraire, non, je serais ravi de quitter ce monde merdique qui va devenir de plus en plus merdique. J'ai bien vécu, moi je peux mourir demain matin, tout va bien, hein, c'est bon, non, je serais même soulagé. J'ai pas envie de vieillir, et en fait, comme dirait ma maman, qui a 92 ans, donc qui connaît bien le sujet, il y a un moment, tu as le choix entre vieillir et mourir. Elle préfère vieillir, tant mieux, je respecte, et moi je préfère mourir. Voilà, donc on s'entend très bien. Et si on t'annonçait que dans 3 mois tu mourrais, tu ferais quoi dans 3 mois? Alors, je ferai une séance photo avec la sublime Mania Muse, que je vais bientôt rencontrer. Je me ferai plaisir, je mettrai mon testament en ordre. Et 3 mois, c'est un peu court, parce que je voudrais terminer mon gros bouquin avant de mourir. C'est vraiment quelque chose que je veux léguer aux générations futures. Et feignant comme je suis, en 3 mois, il ne sera pas fini, quoi. 1 an, tu me donnes 1 an. Allez, 1 an, si allez. j'ai le croix, On te donne 1 an. si j'ai le choix, oui. 1 an. Tu peux finir le bouquin. C'est quoi, t'es en train En d'écrire 1 un an, livre? oui. 512 textes et 512 photos. C'est quoi, c'est des poèmes? C'est des textes, on a quelques-uns d'affichés, voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé qu'on te dise à 18 ans? Oh que oui. Quoi donc? À 18 ans, que l'argent ne fait pas le bonheur, mais qu'on est dans un monde où il faut absolument en avoir. J'ai très longtemps sous-estimé l'importance de l'argent. À 18 ans et jusqu'à 30 ans, gagner de l'argent ne m'intéressait absolument pas, et donc j'en gagnais pas. Ça, si c'était à refaire, je me mettrais à gagner de l'argent beaucoup plus tôt, surtout dans le monde actuel. Il faut de la thune. Sinon, non, le reste, ça va. Je voulais voyager, j'ai voyagé très jeune. J'aurais aimé que mon papa ne me dise pas que j'étais bon à rien avec mes 10 doigts, car je l'ai cru pendant très longtemps, ce qui explique mon aversion pour le bricolage. Mais même en tant qu'artiste, je ne pensais pas du tout un jour faire des tableaux. Je suis un tardif, j'avais 30 ans quand j'ai fait mes premiers tableaux. Voilà, c'est mon père qui aurait dû m'apprendre des choses, il ne m'a jamais rien appris. Au lieu d'être toujours négatif et de me tirer vers le bas. Ça, c'est, voilà, j'aurais aimé qu'il me donne des conseils utiles. Voilà, ça m'aurait fait gagner 10 ans, on va dire. Ouais. C'était plus une revanche, du coup, le fait que tu fasses quelque chose de tes mains? C'est pas une revanche, c'est... Non, c'est que... J'ai eu ma vocation d'artiste dans une fabrique de batik à Java. Je trouvais ça magnifique. Mais à l'époque, je me pensais incapable de faire des choses comme ça. Si j'avais eu cette confiance dans mes capacités d'artiste, j'aurais été artiste à partir de 24 ans, quoi. Simplement, ça m'a fait perdre du temps. C'est pas une revanche. Je prends jamais de revanche.
Il y a plein de gens qui se sont mal conduits pendant mes années de mal de dos, qui m'ont arnaqué, qui m'ont prêté de l'argent, qui me l'ont pas rendu. Je pourrais citer des noms, mais ça va leur mettre la honte sur les réseaux sociaux, donc je ne vais pas citer les noms, mais ils se reconnaîtront tout de même, voilà. Et non, quand les gens se conduisent mal, je ne cherche jamais à me venger, je les vire de mes amis Facebook, c'est tout. C'est la peine capitale virtuelle, voilà. Tu n'existes plus. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes de ne pas avoir fait aujourd'hui ? Oui, après mon grand voyage en vélo, je voulais faire un grand voyage en moto de l'Antarctique, enfin du nord du Canada jusqu'à la Terre de Feu, au sud de l'Amérique du Sud. Et ça, je ne l'ai jamais fait parce que j'ai jamais été capable de conduire une moto. Là encore, pas doué. J'ai même pas essayé. J'aurais adoré faire ce voyage. Non, il n'y a pas beaucoup de choses que je regrette. Je pense que quand j'étais jeune, j'étais trop bon, trop con. Maintenant, je suis juste bon, mais pas jamais je me mettrai en danger pour quelqu'un, ce que j'ai fait plusieurs fois dans ma folle jeunesse. Ouais. Non, sinon je suis plutôt content globalement de mon parcours, même s'il y a eu des hauts très hauts et des bas très bas, mais là, bon voilà, tout va bien. Donc, comme disaient les gens de Charlie Hebdo, tout est pardonné. Ou presque. Est-ce que tu comptes repartir dans les prochains mois, prochaines années ? L'hiver prochain, là, si la jeune Whitney se bouge un petit peu et confirme son intérêt de venir avec moi, ben ouais, l'hiver prochain, on devrait être en Inde. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Où on peut me retrouver ? Oui. Les gens qui veulent te connaître un peu plus, où est-ce qu'on les envoie ? Alors, au Gabu, qui est souvent à La Rochelle. Je pensais te donner l'adresse du cimetière de La Rochelle, mais avant, alors on peut me retrouver au Gabu, on peut me retrouver sur ma page Facebook, donc le prince Didier entre parenthèses Jawan. On peut me retrouver sur mon book de photographe www.kabook.fr dans les photographes du 17, et le nom de mon book c'est Beauty Warrior. De toute façon, je mettrai le lien en dessous en description. Ouais. Super, ouais, ça me plaît bien. Est-ce que tu as un dernier mot pour finir cette interview ? Que la vie est belle quand même malgré tout, et qu'il faut pas se suicider trop vite, surtout quand on a ton âge, voilà. Mais non, il y a toujours du positif, c'est ce que je me dis. Absolument. Même si tu galères, au bout d'un moment, tu as quand même un peu de positif dans la galère. Absolument, je vois des ados, des jeunes totalement désespérés. Ne vous suicidez pas à 18 ou 20 ans, car la vie est pleine de surprises, voilà. Faut laisser le temps au temps, quoi. Absolument. C'est Aznavour qui disait ça, faut laisser le temps. Se suicider à mon âge, franchement, aucun souci. Allez, c'est parti. Bon, je vous quitte, hein, c'est l'heure. Merci, à bientôt. Voilà. Bon, on a causé. Merci. Eh bien, rebonjour sur la partie numéro 2 de l'interview avec Jawan de La Vraie Liberté. Voilà, La Vraie Liberté, alors effectivement... Et j'ai pas à mettre devant ta bouche, comme ça on entend bien. Ok, ouais, voilà. Je suis pas un vrai pro. Donc, La Vraie Liberté, donc effectivement, c'est bien d'avoir 2-3 neurones qui fonctionnent, de la volonté, de décider des choses, mais j'ai pu tester le problème. Si tu n'as pas des muscles pour exécuter les ordres et les décisions de ta tête, eh ben, tu peux rien faire, et donc aucun projet, aucun voyage, rien du tout. En fait, il faut les deux. Si tu as juste des muscles et pas de cerveau, ça peut être un peu ennuyeux. J'en connais, à Mireuil, j'en croise des fois. Mais si tu as un bon cerveau, mais que ton physique ne tient pas la route, eh ben, tu peux rien faire non plus. Donc il faut vraiment un corps sain et, comme on dit, une tête bien faite, voilà, et une grande volonté qui sera traduite en actes grâce à une musculature puissante, voilà.
être un minimum sportif, quoi. Je vois, tu fais encore du vélo d'ailleurs pour aller au Je Gabio. fais du vélo, je marche. Là, on va se remettre à la musculation. Voilà, il faut une certaine force, une certaine puissance, sinon tu es juste un cerveau qui sert pas à grand-chose et tu te fais marcher dessus par les plus violents et les plus brutaux. Ouais, ne serait-ce que pour se défendre ou courir très vite, c'est bien d'avoir des muscles, voilà. Et ça peut aider aussi pour mettre les idées au clair un peu de sport, non? Oui, 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 souvent mes meilleures idées comme ça, elles arrivent quand je fais du vélo au bord de l'océan et hop, là, je me dis, ah, trop bien mon idée. Après, quand je rentre, je la note, sinon je l'oublie. J'ai un carnet à idées pertinentes ou géniales, ouais, ouais, où je note mes idées. Je sais pas si tu te souviens, la dernière fois, on a parlé de ton voyage en vélo, on a parlé des années hippies, on a parlé de la Oui, photo. ah, c'était le bon temps. Et, et là, justement, tu parlais tout à l'heure de ta retraite à 20 euros, mais tu faisais quoi avant la retraite? Tu Oh étais là salarié là. comment... Alors, je t'invite à lire mon CV sur Ouais. 3 pages, mais je peux te le résumer très rapidement. Mon premier métier, c'était prof, enseignant. J'ai été 2 ans instituteur et ensuite, la 3e année, j'ai dirigé l'école française de Manille aux Philippines. Voilà. Ça m'a saoulé, en tout cas, je me suis rendu compte que ça ne me rendait pas heureux et donc j'ai arrêté. J'ai rendu mon tablier, je n'ai plus jamais enseigné à partir de 1974. C'était quoi qui te dérangeait dans l'enseignement? Les parents des enfants, voilà. Puis la hiérarchie, c'était très strict à l'époque. Des programmes auxquels je ne croyais absolument pas. Je me disais, j'apprends des choses à ces pauvres gamins qui vont leur servir à rien du tout dans la vraie vie, mais surtout les parents, insupportables. Comme on n'a pas encore inventé les enfants sans parents, j'ai préféré quitter l'enseignement. J'entends un pas. Pourtant, il fait attention. Hein. Il vient de se réveiller. Ensuite. Est-ce que c'était cette idée de sortir du cadre avec ce que tu as en côté artiste que tu... Quoi? Cette idée de sortir du cadre que tu as maintenant avec le côté artiste, qui était ça avec l'éducation? Oui, en fait, quand j'ai quitté l'enseignement, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Hein. Je voulais juste arrêter l'enseignement. Quand je suis arrivé à La Rochelle, bon, c'était très facile de trouver du boulot à l'époque. J'ai fait plein de petits boulots, tous plus inintéressants et mal payés les uns que les autres. J'étais éboueur, j'ai travaillé sur des chantiers, j'ai travaillé dans une imprimerie, à la galvanisation de l'Atlantique, dans une usine d'engrais. Bon, soyons clairs, tous ces boulots étaient bien pires que l'enseignement. Ouais. Donc, j'étais pas plus avancé. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, dans ma vie, pour gagner ma vie? Et à l'époque, il y avait les premiers babacool qui faisaient des petits bijoux au bord du quai. Ils mettaient leurs bijoux sur des cartons par terre, dans la plus totale illégalité à l'époque. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Voilà. Donc c'est eux qui m'ont donné cette idée de fabriquer des bijoux. Donc j'ai appris petit à petit quelques techniques. Les débuts ont été absolument désastreux. Avec ma copine de l'époque, on a crevé de faim pendant des années. Puis j'ai continué, j'ai persévéré. Et au bout d'une quinzaine d'années, j'ai commencé vaguement à gagner ma vie avec les bijoux. Je me suis mis à la peinture, là aussi. Ah non, la peinture, tout de suite, j'ai très bien vendu, cher. C'était étonnant, quoi. Mais par contre, ça a été l'inverse. Après, ça a été de moins en moins bien, puis de pire en pire, puis zéro. Je ne vendais plus du tout mes tableaux. Bon. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Comme métier, c'est à peu près tout. Et je suis extrêmement content maintenant de gagner très confortablement ma vie en boursicotant mes biotech préférées. Voilà, là je me fais de la thune là, depuis le début de l'année. C'est un vrai plaisir, voilà, qui vient en complément de ma retraite de 20 euros par mois. Tu parlais de tes boulots alimentaires, mais qu'est-ce que tu as appris avec ça? J'ai retiré qu'il faut faire ça le moins longtemps possible, parce que tu deviens vraiment
totalement abruti, quoi. Tu travailles comme un con, tu te lèves tôt, tu es mal payé. L'hiver, tu embauches, il fait nuit, tu débauches, il fait déjà nuit. Enfin bon, c'est l'enfer sur Terre. Hein, donc, Il y en a qui font ça toute leur vie après. absolument, ben, je compatis. Ouais, je moi, connais des respect mecs qui pour sont eux. encore Ouais. à la... Enfin, ils sont plus parce qu'ils sont en retraite, mais 30 ans après, qui étaient encore à la galvanisation de tout. C'est l'enfer sur Terre pour moi. Ouais. Est-ce que artiste, c'est forcément vouloir être dans un autre monde ou être dans un autre monde tout simplement? C'est inventer un autre Ouais. monde, oui, quand la vraie vie, la société est un peu désespérante, enfin, ou déprimante, ben oui, j'ai inventé un peuple qui est un peuple idéal, justement, qui me consolait de ce que je voyais dans la vraie vie. Oui, c'est ça, c'est comme disait François Hollande, peut-être, c'est réenchanter le monde. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens quand ils le voient, ils disent non mais n'importe quoi ce gars, même pas qu'ils se... Des ennemis en fait tout simplement. Est-ce que tu as des ennemis avec la vie que tu es en train de mener actuellement? Oui, alors il y a les jaloux qui supportent pas ma vie, et il y a les gens qui me trouvent bizarre. Je me Ouais. souviens quand j'étais au Minime, donc il y avait beaucoup d'étudiants de Subdeco. J'étais copain avec un étudiant, il m'avait dit que plusieurs de ses amis m'avaient dit, en parlant de moi, c'est quoi ce mec? Ce qui est très vexant, ils auraient pu au moins dire c'est qui ce mec, c'est quoi? Parce qu'il est trop bizarre, on ne sait pas ce qu'il est. Et du coup, on lui prête toutes sortes de... Enfin, j'ai toujours eu des rumeurs, des trucs débiles qui couraient à mon sujet depuis toujours, en fait, depuis très longtemps. Parce que je suis catégorisé bizarre, ovni, machin, ouais. Et comment tu réagis face à ça? Je les emmerde, voilà, je trace ma route et je laisse, comment on dit, les chiens aboyer pendant que ma caravane passe, voilà. Mais, ouais, quand j'ai pas de retour, enfin quand je suis pas au courant, bon, bah, ça m'est égal, mais je tombe des nues quand on me dit, ah, il y a un tel qui te trouve comme ça, nanana, qui t'aime pas parce que... Ben, bon. Mais bon, non, je dirais même pas que tu es blindé à la longue, je tombe des nues à chaque fois, mais bon, je suis tellement habitué que bon, des déceptions avec les gens, j'en ai depuis que j'ai 12 ans, donc je continue à en avoir, et je continue à quand même tracer ma route, un peu, certes, un peu sinusoïdale, mais quand même, je trouve que je m'en suis pas mal tiré par rapport à l'époque où j'étais SDF quand je suis arrivé à La Rochelle. Tu laisses passer les gens du coup qui te critiquent, quoi. Tu les écoutes pas, tu prends... Non, alors, je T'attaques, quoi. je lis tout, j'écoute tout, et je n'en tiens aucun compte. Enfin, voilà, je fais mes propres analyses, j'écoute les critiques, les compliments, tout ça, et je m'en tamponne, puisque de toute façon, je décide, moi, de ce que je dois faire ou pas. Et tant pis, les autres n'ont qu'à s'occuper de leur propre vie. Voilà. Est-ce que tu as des conseils à donner à un jeune qui voudrait se lancer comme toi en tant qu'artiste? Oui, abandonner cette idée saugrenue et devenir trader. Non, je plaisante quand même un peu. Alors, l'artiste a énormément changé depuis mon époque à moi. Artiste, c'était relativement simple, quoi, artiste peintre ou artiste chanteur. Non. Maintenant, c'est beaucoup plus mélangé, il y a plus de passerelles entre les différents types d'art et surtout, il y a les nouvelles technologies. Donc, artiste, oui, mais avec du numérique, ne serait-ce que pour faire connaître ton travail, bah maintenant, tu vas plus perdre ton temps dans des expositions merdiques au fin fond de la campagne, tu mets tes trucs sur Facebook et il y a plein de gens qui les voient. Voilà. Évidemment, faut du numérique dans toute création maintenant. Au moins une aide du numérique, quoi. Quand on apprend à te connaître, on voit que tu fais du couchsurfing, tu as des colocs aussi. On dirait qu'on a même l'impression que pour toi, la valeur principale, c'est le partage. Je me trompe ou pas? Oui. Tu as besoin de partager des moments avec des gens. À la fois, c'est
J'ai pas du tout besoin de voir 50 personnes par jour, mais j'ai besoin de voir entre 1 et 3, 4 personnes par jour, ça me va très bien. Et comme j'ai passé 5 ans de ma vie en voyant 0 personne tous les 15 jours, si je puis dire, effectivement, après, là, donc depuis que ça va mieux et depuis 3 ans, j'ai vraiment plus du tout envie d'être seul longtemps, de vivre seul. Donc j'ai continué le couchsurfing et mes colocs, ça fait un peu plus d'1 an, et je suis très content d'être en coloc, voilà, donc jamais tout seul. Ce qui n'empêche pas que je peux avoir envie de m'isoler, parce que mon ami Light pense la même chose. Nous, les artistes, on a besoin, quand on crée, on a besoin d'être seul et qu'on nous laisse tranquille, quoi, voilà. Mais globalement, je suis très content, surtout l'hiver, je suis sûr de voir au moins 1 ou 2 personnes tous les jours, ce qui ne m'était pas arrivé pendant des années. Où est-ce qu'on peut acheter tes œuvres? Ah, nulle part, mais ça vient, j'ai toujours dit, je m'occuperai de la vente de mes tableaux quand j'en aurai fini avec mes histoires d'appartements, donc c'est le cas, là ça se termine. Je pense recruter un petit jeune qui sait vendre sur Internet, qui mettrait mes tableaux en ligne. Et l'idée, ce serait qu'on fasse moitié-moitié. Il vend mes tableaux, il ou elle vend mes tableaux et on partage le magot. Je suis sûr que mes tableaux ont de la valeur, mais quelle valeur? C'est quand ils seront vendus qu'on le sort. Moi, je les trouve assez... j'en ai un devant moi, là, je les trouve assez poétiques. Il y a plein de couleurs, il y a plein de joie, et puis... Ça pète de partout, franchement, je trouve ça cool. Je sais pas. Oui. Voilà, j'ai une période très faste en peinture et voilà, j'aimerais bien les vendre avant mon décès, ça ce serait pas mal, effectivement, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Un Van Gogh, un Gauguin, tous ces grands... Voilà. T'as l'espoir d'avoir un succès après ton décès, c'est ça, comme tous les gros? Avant, je fais plein d'argent avant que mon talent soit reconnu, parce qu'une fois que je serai mort, franchement, à part mes héritières, voilà. Non, là je vais m'en occuper au printemps, voilà. Je vais terminer les tableaux, encadrer ceux qui ne sont pas encadrés, que tout soit prêt à vendre, et après on essaie de les vendre, avec un jeune. Il y a des gens qui aiment vendre. Moi, je déteste vendre. Ça m'a toujours profondément ennuyé. Je suis un créateur. C'est quoi? C'est te mettre en valeur qui te dérange d'en vendre? Non, c'est... Ça me fait pas rêver, quoi. Moi, ce qui me fait rêver, justement, c'est les jolies couleurs, tout ça. C'est créer, vendre... L'argent, ça m'ennuie, tout ça. Gagner ma vie m'a toujours emmerdé. Travailler m'a toujours embêté. Moi, je veux que ma vie soit un conte de fées tout le temps, quoi. Et vendre, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est avoir l'argent. Tu m'avais parlé, du coup, d'un ouvrage, quelque chose comme ça, je sais pas quoi. Oui, l'Atlas de la beauté. J'avais oublié. L'Atlas de la beauté. Je ne sais plus où il est, je l'ai rangé dans ma chambre. Oui, l'Atlas de la beauté. Je l'ai acheté pour Noël, c'était mon cadeau de Noël. C'est mieux que des cadeaux qui ne font pas plaisir, offerts par des gens qui ne t'aiment pas vraiment. Donc là, je me suis dit, je me fais mon cadeau, commandé sur Amazon avec l'aide d'Anastasia, car moi tout seul, je ne sais pas faire. Je l'ai reçu. Et c'est magnifique, c'est le travail d'une femme photographe, je ne sais plus d'où, pays de l'Est, je crois. Elle est allée dans le monde entier pour prendre en photo des femmes. Elles sont toutes belles, ça va de jeunes 18 ans jusqu'à il y a des grands-mères qui sont magnifiques. Donc elle fait à peu près le même travail que moi, sauf qu'elle se balade partout et moi j'attends que les gens viennent devant les murs du Gabu. Donc je suis statique, je fais la stratégie de la vipère du Gabon et je prends aussi des garçons, des hommes, alors qu'elle c'est uniquement des femmes. Voilà. Je sais plus, voilà quoi. Tu parlais tout à l'heure de gagner de la thune, mais avec cette thune, tu fais quoi en fait?
Tu finances tes futurs voyages? Non, je fais comme Picsou, je verse tout dans la baignoire et je fais couler comme Fort Boyard. J'adore l'idée d'avoir plein de... Je fais rien, quand j'aurai gagné la cagnotte de l'euro-million, ma vie va pas beaucoup changer. J'en donnerai à des assos, à des beaux projets, à mes amis, à mes héritières. J'en balancerai je remonterai au 13e étage pour balancer des bifetons sur la place de l'Europe, et puis c'est tout. C'est juste l'idée que j'ai toujours pensé que j'étais fait pour être riche, quoi. Et ça arrive vraiment très tardivement, et là je trouve qu'il manque encore un zéro, au moins un zéro à mes comptes, quoi. Voilà, donc allez, courage, ma vie n'est pas terminée. Pour toi la réussite, c'est ça, quoi, d'avoir... Non. Ah non, pas du tout, non. C'est un objectif, quoi. Oui, la réussite, c'est avoir juste de quoi vivre dignement, et après, c'est pas du tout une histoire d'argent, c'est juste que j'aimerais que la vie me donne en argent tout ce que j'ai donné comme travail, comme création. J'ai vraiment travaillé comme un abruti pendant 30 ans d'affilée. Et donc je trouve que je n'ai pas encore assez d'argent par rapport aux efforts fournis et par rapport à mon éventuel talent. Enfin, pas éventuel, je suis bon, mais je ne sais pas, très bon, génial, j'en sais rien. C'est l'argent qui me dira l'exacte valeur de mon travail. Si tu pouvais tout recommencer, est-ce que tu referais la même chose? Non. 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 Tu connais cette formule qui dit... Ah, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Maintenant que je sais, je ne peux plus, vu que je suis vieux. Voilà. Non, je ferais très différemment. Alors, je ne changerais pas tout, loin de là. Justement, je me mettrais beaucoup plus tôt, je déciderais beaucoup plus tôt de gagner de l'argent. J'ai trop tardé. Moi je viens des communautés hippies, babacool, et à l'époque... L'ambiance, c'était l'argent, quelle horreur, le travail, quelle horreur, on foutait rien et on gagnait pas d'argent, effectivement. Et j'étais vraiment imprégné par ça. Et c'est vers 30 ans que j'ai décidé de gagner de l'argent, et c'est vers 40 ans que j'ai commencé à en gagner un petit peu. Là, je commencerai dès 20 ans à gagner de l'argent. Voilà la plus grosse erreur que j'ai commise dans mon parcours de vie. De toute façon, de l'argent, quand il y en a trop, c'est pas grave, mais quand il y en a vraiment pas assez, ça peut t'empêcher de faire, surtout de nos jours, faut de la thune. Les gilets jaunes, pas de thune, pas grand-chose. Y a d'autres choses que tu voulais parler ou pas? Le micro est à toi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non. Oui. Je cherche des modèles, je cherche toujours des modèles. Là, j'en ai rencontré une absolument sublime, là, au Gabu, il y a 3 jours. Je suis en transe, je n'attends qu'une chose, c'est qu'on se revoie, qu'on refasse des photos. En ce moment, c'est moins facile, parce que je sors moins, tout ça. Donc, si vous entendez mon interview, vous pouvez me joindre par l'intermédiaire de mon intervieweur, voilà. Tu vois, je mettrai le lien en description. Sur La Rochelle, du coup, des modèles sur La Rochelle, tu recherches? Pas forcément, là, quand je vais péter de fric, je peux les faire venir de Toulouse, de Bordeaux, d'Angers, et même de Paris, si elles sont exceptionnelles. Voilà, ouais. Je te donnerai mon site de photographe, mon book de photographe, voilà. Ça marche. Je suis un boulimique de photos. Je sens que ça va encore être ma passion pendant 1 an ou 2, donc j'ai vraiment envie de me gaver de photos là pendant 2 ans. Quoi. Après, je passerai à autre chose. Écrire et composer des chansons, voilà mon projet après la photo. Et ça tombe bien, là, il a tout le matériel, studio, micro, et la jeune marocaine, tunisienne, qui est venue tout à l'heure, elle aussi, elle chante, elle va donc chanter, on va faire une chorale à 3, ça va être cool. Un dernier mot pour clôturer cette interview? Ne perdez pas votre temps, jeunes gens, car comme tout le monde, vous allez mourir un jour, et comme on dit toujours, il vaut mieux avoir des remords
que des regrets. Au contraire, je sais plus, faites un maximum de choses, même des conneries, parce qu'après vous serez vieux et vous aurez plus le temps de rattraper le temps perdu. Ne perdez pas de temps à glander devant votre télé avec des jeux vidéo, vous avez mieux à faire. Bande de jeunes cons. On va clôturer sur ça, merci beaucoup. De rien, pour un jeune c'est pas mal. Retrouvez le podcast La Vraie Liberté tous les vendredis à 17h sur lavrailiberté.fr et sur vos plateformes de podcast préférées.